3 jours avant Noël, la femme de mon père, âgée de 32 ans, m'a appelé et m'a dit de cette voix calme et haletante qu'on entend d'habitude que dans les applications de méditation. « Marc, tu ne peux pas venir cette année. Ton aura est trop lourde pour le sanctuaire que nous sommes en train de créer ici. » Et en disant cela, elle m'a en quelque sorte banni de la maison où j'ai grandi. Stupéfait, je lui ai demandé ce qu'elle entendait par « aura lourde ». Après tout, c'était Noël, mon père et moi avions pour tradition de regarder « La vie est belle » en buvant du whisky. Mais elle a simplement répondu que Robert s'était débarrassé de ses habitudes néfastes, qu'il était en pleine purification et que mon scepticisme bloquait ses chakras. Ils avaient besoin de ces fêtes pour sa renaissance. Et puis je me suis souvenu qu'elle avait 32 ans, j'en avais 34 et mon père 72. Elle n'était ma belle-mère que depuis 4 mois. J'ai exigé de parler à mon père. J'ai entendu un bruissement de tissu, puis elle m'a dit qu'il était en pleine convalescence et qu'il ne viendrait pas. Perturbés, ils m'ont envoyé un cadeau, un namaste, et ont raccroché. Ce n'était pas seulement le rejet, c'était cet isolement systématique, car pendant des semaines, chaque fois que j'appelais, c'était la même chose. Papa se reposait, méditait ou faisait une cure de désintoxication. Je lui avais à peine parlé 5 minutes depuis Thanksgiving. À l'époque, il paraissait maigre et pâle, sirotant un bouillon vers qu'elle appelait « soupe de vitalité » et ne touchant pas à la dinde qu'il adorait tant. Alors je suis immédiatement allé chez ma sœur Claire, avocate d'affaires, qui avait d'abord tenté d'accepter cette idylle tardive, mais qui s'était maintenant murée dans le silence. Quand je lui ai parlé de cette interdiction de Noël, elle n'a pas crié, mais a sorti un dossier d'un tiroir et m'a dit d'une voix tremblante qu'elle aurait justement voulu me le montrer après les fêtes, mais que si cette femme nous coupait les ponts, il n'y aurait plus le temps. Elle nous a présenté un acte de propriété de Floride concernant notre maison de vacances familiale à Naples, que nous possédions depuis 30 ans et où nous passions tous nos étés. Le document montrait un transfert à une société de type appelée Lotus & Light Holdings LLC, fondée 3 semaines auparavant, un mois plus tôt, avec Serena Vin comme unique gérante. J'étais malade, la maison valait 2 millions, elle était censée être notre héritage, mais surtout, c'était la fierté de papa. Il voulait y mourir, avec vue sur le golfe. Et maintenant, il avait signé. Sa signature ressemblait à la sienne, mais faible, tremblante. Claire m'a parlé de retrait d'argent inhabituel, au plafond autorisé, tous les jours depuis 2 semaines. Et j'ai compris que ce n'était pas une crise de la quarantaine, mais une liquidation totale. Mais Claire nous a prévenus de ne pas débarquer comme ça, sinon elle se ferait passer pour la victime. Elle nous avait déjà traités de toxiques et David, alors il fallait prouver qu'elle était une arnaqueuse, parce qu'une histoire pareille ne commence pas par un vol de 2 millions de dollars. Nous avons engagé un détective privé pendant que je parcourais de vieux messages de mon père et que je remarquais comment son style d'écriture avait changé, avec soudain des mots comme alignement et voyage intérieur. Mon père, ingénieur civil à la retraite, qui avait postulé pour un poste dans la logistique, ne l'avait pas écrit comme ça, et la veille de Noël, le détective a appelé et a expliqué que le vrai nom de Serena Vin était Sandra Wojek, qu'elle avait changé de nom il y a 5 ans, qu'il y avait une action civile intentée à Sedona à cause d'un homme dément qu'elle avait persuadé d'investir, et aussi qu'elle était toujours mariée à un homme nommé Tran, jamais divorcée. Bigamie, notre moyen de pression. Et nous sommes allés chez papa le jour même, avons vu les camionnettes de chantier. Elle était déjà en train de rénover. Avons sonné à la porte, elle a ouvert la porte en lin blanc avec un calme fin. Je l'ai appelée par son vrai nom. J'ai vu la panique dans ses yeux. Nous sommes entrés. La maison sentait la sauge. Les meubles de notre mère avaient disparu, remplacés par des poufs, et nous avons trouvé notre père sur un lit de camp, gris, faible, sous une couverture lestée. Il pensait que nous étions fâchés et que nous ne voulions pas venir. Elle le lui avait dit. Et quand nous avons parlé de la maison en Floride, il a fini par comprendre qu'il avait été trompé. Elle parlait de se libérer des fardeaux. Les possessions étaient un fardeau, jusqu'à ce que je mentionne Tran. Son mari, et là, tout a basculé. Elle a hurlé, nous a insultés, se vantait de s'occuper de lui, et la Claire a demandé où étaient ses médicaments pour le cœur. Mon père a marmonné quelque chose à propos de toxines. On a compris qu'elle avait pris ses médicaments. On a appelé les urgences. Elle a essayé de me prendre mon téléphone, a trébuché, a menacé de porter plainte, mais on a invoqué la bigamie et les soins médicaux non autorisés, et elle a pris la fuite. Les ambulanciers ont constaté que sa tension était dangereusement élevée. Quelques jours de plus, et il aurait fait un AVC. On a passé Noël au service de cardiologie, a regardé un film sur une tablette, et mon père a avoué en larmes qu'il avait tout signé parce qu'il avait peur qu'elle le quitte. Des mois plus tard, elle a été arrêtée, avec de l'argent et des sacs dans le coffre. Elle a écopé de 3 ans de prison. On a récupéré la maison, mais les dégâts étaient immenses, surtout la honte. Un soir, nous étions de nouveau assis à l'ancienne table de maman, avec de la vraie nourriture et du vin,
Et mon père a dit qu'il avait presque été prêt à nous abandonner par peur des énergies négatives. Et j'ai compris que la parentalité finit par s'inverser, que parfois il faut défoncer la porte pour sauver les personnes qui vous ont autrefois protégé.